Le Figaro Immo vous souhaite une bonne année 2026. Alors vous souhaitez acheter dans le neuf ou dans l'ancien, ça tombe bien, on va tout vous dire. Les projections, les indicateurs, les conseils pratiques. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour décrypter l'activité des marchés, à la fois du neuf, mais aussi de l'ancien, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui en cette nouvelle année 2026. Bonne année à tous les deux. Charles Marinakis, bonjour. Bonjour Olivier, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Président du réseau Century 21 France. Didier Bellier-Gagnère, bonjour. Bonjour Olivier. Délégué général. Meilleurs vœux, délégué général de la FPI France, la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Tout à fait. Alors, tous les deux, on va voir effectivement, à la fois, on va prendre les indicateurs, vos indicateurs sur l'année 2025, les projections, on va tenter de se projeter sur 2026, à la fois dans l'ancien et le neuf, mais peut-être en introduction à tous les deux. En ce début d'année, j'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit êtes-vous, Charles ? Alors si j'osais, je dirais très bon, parce que c'est ma nature de dire ça, mais franchement bon, Olivier, vous le savez, on vient de sortir d'une bonne année dans les transactions dans l'ancien. Le marché est donné pour faire 940-945 000 sessions. C'est un top 5 des 20 dernières années, donc c'est pour vous situer la tonicité de ce marché 2025. Et puis on est surtout très content parce que on sort de 2 années et demie très compliquées. On avait perdu 32% de volumétrie de transactions, donc c'est bien qu'on ait vu un petit peu le bout du tunnel et 2025 aura fait du bien à tout le monde. Donc on est enthousiaste, en tout cas, on est content de cette année 2025 et puis on s'engage dans 2026 avec autant d'énergie, une confiance mesurée malgré tout parce que ça reste des équilibres fragiles. Mais en tout cas, le bon esprit est là. Bon. Voilà. Donc de l'enthousiasme. Alors Didier, dans le neuf, l'année 2025. C'est bien plus compliqué puisque l'année 2025 a été très, très difficile, puisqu'on a encore baissé par rapport à l'année 2024. Je disais, 2024, est-ce un palier ou un plancher ? Palier, ça veut dire qu'on peut encore descendre. Plancher, ça veut dire qu'on peut remonter. En fait, on était sur un palier, on continue à descendre. On y reviendra sans doute tout à l'heure de façon plus détaillée. Mais bon, malgré cela, l'état d'esprit, c'est combatif. On est remonté sur notre cheval et on va tout faire justement pour faire en sorte que 2026 soit une année meilleure que 2025. Donc on est gonflé à bloc. Très bien, gonflé à bloc, très bien. Charles, on commence par l'ancien. Alors les indicateurs clés à retenir déjà de l'année 2025. Alors d'abord, ce qu'il faut retenir de l'année 2025, d'abord, c'est cette capacité incroyable du marché, de la transaction de l'ancien, si vous voulez, de s'auto-réguler. Vous m'avez souvent entendu dire ça, mais là, il vient d'en faire une démonstration implacable parce que les critères, si vous voulez, ont totalement changé. Les prix avaient beaucoup augmenté dans la période post-Covid. Les taux, vous l'avez vu, ont beaucoup augmenté à partir de 2022. Et là, il a retrouvé une vraie situation d'équilibre. C'est-à-dire, les prix ont baissé, pas tout à fait, pas suffisamment pour compenser les taux, mais ils ont quand même baissé nettement sur les 3 dernières années. Et puis, Charles, juste on rappelle que les taux effectivement avaient augmenté de 1 à 4% et ça avait littéralement bloqué le marché. Exactement, comme si vous aviez donné un coup de frein à 150 km/h sur l'autoroute et vous aviez appuyé à fond sur la pédale de frein. Le marché s'était quasiment stoppé et je vous dis, sur 2023-2024, la décroissance en volume de transactions, c'est moins 32%. Donc c'était colossal, si vous voulez. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et la BCE a baissé 7 fois de suite le taux, si vous voulez, d'accès au crédit. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 3,2%, ce qui sont malgré tout des taux normaux. Dans l'intervalle, les prix ont quand même baissé, parce que le marché s'est auto-régulé. Pas partout et pas au même rythme. Pas partout et pas au même rythme, vous avez tout à fait raison, mais dans l'ensemble, si vous voulez, c'est quand même une tendance baissière. Il y a des régions d'exception, on va le regarder, ben là on le voit bien, si vous voulez, hein, l'écart qu'il y avait entre le prix du mètre carré et les taux. Hein. Quand les taux montent, ben les prix baissent, et quand les taux baissent, ben les prix montent. Là. Et on voit cette courbe qui a une tendance, si vous voulez, à se rejoindre, qui symbolise cette situation d'équilibre. Donc là, on a un alignement des planètes qui, c'est vrai, nous a été de nouveau très favorable cette année. Je dois dire quand même que il a fallu que les Français fassent un effort d'apport personnel supplémentaire. Sur un achat de 300 000 euros, ils ont amené 15 000 euros de plus en apport personnel qu'ils ont puisé dans leur épargne, parfois dans la donation, dans les successions. Ils ont aussi bien utilisé le prêt à taux zéro, une partie de la prime rénov pour les primo-accédants, etc. Voilà, donc la conjonction de tous ces facteurs-là donne une bonne année dans l'ancien, vraiment.
L'évolution, on peut en dire un mot quand même, des marges de négociation, où est-ce qu'on en est actuellement? C'est toujours aux alentours de 4%, les prix négociés aux alentours de 4%. Quand c'est au-delà, c'est qu'on n'a pas très bien fait notre travail et qu'on a rentré un mandat qui n'est pas à son prix. Ce qui est très marqué pour la première fois. Délai de vente aussi? Oui, alors délai de vente légèrement augmenté. On frise les 100 jours aujourd'hui, 97, 90 jours. 90 jours, vous l'avez là aux alentours de 100 jours. Bon, après... Est-ce que c'est la situation des 60 jours qui était normale ou les 90 jours qui sont normaux? La réalité, est-ce que c'est dramatique de mettre 90 ou 100 jours à vendre son bien immobilier? La réponse, évidemment, c'est non. C'était la situation, si vous voulez, des 60 jours qui était tout à fait anormale. Cette espèce de précipitation, de course en avant qu'on a vécue dans la période post-Covid où à peu près tout ce qu'on mettait en vente était vendu. Je caricature un peu en disant ça, mais on n'était pas loin d'être dans une spirale un peu qui a aspiré notamment d'ailleurs les prix de manière un peu artificielle. Ce qu'il faut noter cette année sur les prix, ça c'est la première analyse, la première fois qu'on a vraiment une analyse factuelle, c'est sur les biens qui sont classés E, F ou G. Oui. Et là, on les voit plus énergivores. Les plus énergivores. Et là, on voit une décote factuelle, si vous voulez, de 5 à 10% selon que c'est une maison ou un appartement pour ce qui est classé E, et de 10 à 20% pour ce qui est F ou G. Voilà, donc là, c'est un fait marquant, une analyse supplémentaire qu'on a faite cette année, parce que, évidemment, c'est un sujet des DPE, on en reparlera tout à l'heure, mais là, c'est très marqué, donc cette décote, elle est réelle. Alors, je ne sais pas quelle est l'infographie qu'on a là, ben, vous l'avez, voilà. Ouais, vous avez ce niveau de décote, ce qui est un fait marquant de l'année, c'est la première fois que sur 12 mois complets, on arrive à mesurer cette décote. Voilà. Mais à cette parenthèse près, malgré tout, de l'imputation du prix, c'est vraiment une année très très équilibrée, des prix qui ont augmenté mais de 1,4%, des taux qui ont baissé et qui restent relativement stables. Les banques, disons-le aussi, qui ont retrouvé de la pétence, prêteuses, parce que finalement, si on se dit les choses, c'était sympa d'avoir des taux à 1,2 avec des banques qui prêtaient pas d'argent. Pour le coup, c'était assez peu efficace pour le marché. Là, elles ont retrouvé du produit net bancaire, il faut appeler un chat, elles ont une marge, et donc elles ont de nouveau réouvert les vannes, et je sais que le dernier chiffre connu de la Banque de France, de mémoire, c'est le mois d'octobre 2025, et on est à 13,2 milliards, voilà, donc on revient dans des niveaux, si vous voulez, qui sont plus conformes à ce qu'on espérait des banques, voilà. Parfait, merci donc pour ce panorama dans l'ancien. On va passer au neuf, Didier. Les éléments à retenir de l'année 2025, évolution des ventes, évolution des prix. Alors, les éléments clés, on suit plusieurs indicateurs. Le premier indicateur, ce sont les mises en vente. En gros, les mises en vente, c'est quoi? C'est les logements qui sont apportés sur le marché, mis en commercialisation par les promoteurs immobiliers. 2025 par rapport à 2024, c'est encore moins 10%. Donc, comme je vous le disais, on continue à baisser. Il y a sans doute les chiffres qui sont présentés, mais avec un élément, et ça c'est un indicateur qu'on ne suivait pas, mais qu'on suit maintenant depuis 2 ans, ce sont les retraits d'opérations. Et ça c'est vraiment significatif. Ce sont des opérations que les promoteurs mettent en vente, et en fait ils ne trouvent pas leur clientèle. Donc, à un moment donné, on arrête les frais et on retire les opérations. Et 25% à peu près des opérations. C'est ça, 20-25%, je veux dire. Retiré pour des raisons économiques. Voilà, pour donner un chiffre qu'on retient assez facilement, c'est en gros une opération sur 5 qui a été mise en vente et qui a été retirée de la vente. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et puis surtout, ça veut dire qu'on prépare un peu la pénurie de demain en termes de logements, et de logements qui, un jour, deviendront des logements anciens. Ça, c'est le premier élément, le premier indicateur. Deuxième indicateur, bien sûr, les ventes. Il y a 3 segments. Je crois qu'il faut faire la distinction entre 3 segments, puisqu'on a les ventes aux particuliers, donc pour l'accession. Il y a aussi les ventes aux investisseurs particuliers aussi, c'est-à-dire les gens qui achètent pour louer un bien. Et ensuite, les ventes en bloc, pour l'essentiel, les ventes aux bailleurs sociaux. Donc là, globalement, si on regarde la totalité des ventes, on est également à moins 10%. Après, la situation est un peu contrastée entre les différents segments. Premier segment, les ventes en bloc, elles baissent un petit peu, mais il y a un effet statistique, c'est que sous le gouvernement Borne à l'époque, donc ça remonte à plusieurs premiers ministres, il y avait le dispositif, un plan de rachat des logements par les bailleurs sociaux, Action Logement notamment, et puis CDC Habitat de l'autre. Donc forcément, il y a eu un boom d'achat de logements en bloc. Donc statistiquement, même si en volume on est pratiquement équivalent, il y a une petite baisse. Permis de construire et mise en chantier, où en est-on?
Alors, permis de construire et mise en chantier. Alors, plutôt les permis de construire, ça c'est assez intéressant. Je voulais finir par les permis de construire, mais allons-y tout de suite, parce que c'est une note optimiste. On a eu, alors, il y a deux effets, mais on reviendra sur le deuxième effet. Le premier effet, on a eu une hausse des permis de construire délivrés. Plus 30% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à l'année 2000, la même période sur l'année 2024. Donc ça veut dire que les promoteurs sont quelque part d'éternels optimistes. Ils se disent, on a quand même reconfiguré notre appareil de production, on construit des logements peut-être un peu moins grands, mieux situés, etc. Donc on retrouve un marché, on retrouve des clients, donc on relance le processus en amont, c'est-à-dire les permis de construire. Mais tous m'ont dit, mais attention, il faut que tu aies bien conscience de cela. C'est pas parce qu'on a augmenté les permis de construire que les opérations vont sortir. Après, il faut qu'il y ait les conditions économiques pour tout ça. Mais quand même, ça montre qu'il y a de l'optimisme et les promoteurs se disent, bon bah, mon portefeuille, je le réaugmente et puis j'appuierai sur le bouton au moment où ça ira mieux, où le contexte géopolitique sera plus apaisé, où on aura une visibilité plus grande. Un mot justement sur des opérations menées par des promoteurs immobiliers en France, un concours qui s'appelle les Pyramides d'Or. Oui, tout à fait. Bien avoir en tête aussi ce que font justement à la fois les promoteurs immobiliers, tous les acteurs en fait de la fabrique de la ville. Et il y a quelques opérations qu'on va voir en diaporama pendant que vous parlez justement, Didier. Moi, ce qui m'a épaté cette année, le concours 2025 par rapport à 2024, même si c'était déjà un petit peu le cas en 2024, j'ai senti 3 forces structurantes majeures dans ces opérations. Première force structurante, c'est vraiment ces opérations, on est vraiment sur, on refait la ville sur la ville, et beaucoup d'opérations, il y a le ZAN, c'est pas un sujet, beaucoup d'opérations déjà sur des sols artificialisés, des friches, de la requalification urbaine, un hôpital qui est transformé. De l'existant. On transforme l'existant. Et alors, ce qui a été assez intéressant, c'est que non seulement on transforme l'existant, mais on fait de la renaturation. C'est-à-dire que c'est des terrains totalement artificialisés et on met un petit parc, un petit jardin, des éléments là. Il y a beaucoup d'opérations de ce type-là. Donc, c'est le premier élément qui m'a marqué dans les pyramides. Deuxième élément, bien sûr, le bas carbone. Maintenant, c'est un sujet complètement intégré. On a des innovations assez épatantes, de la paille de riz pour de l'isolation, du bois, bien évidemment, du béton bas carbone, etc. Toute une série des d'innovations. Circuits courts, des innovations. On est vraiment très... on est vraiment en avance de phase, quoi. On est vraiment exemplaire. Et troisième élément, j'ai envie de dire que les promoteurs, ils ne construisent pas de logements, ils construisent la vie des autres, des gens. Et donc les opérations, c'est vraiment des opérations... alors il y a bien sûr des sujets de confort d'été, qui est un sujet important, la luminosité, des logements lumineux, traversants, des espaces partagés, enfin... Beaucoup d'opérations aussi qui apportent une qualité de vie assez importante. Et ça, c'est peut-être le sujet le plus important que j'ai pu voir dans les pyramides. Qualité de vie, on va justement l'évoquer avec Charles, très important aussi. On a vu revenir vraiment des sujets concernant des projets de vie. L'année dernière, en tout cas dans l'ancien, on sortait un peu de l'achat ou de la vente contrainte. Il y a eu véritablement des projets de nouveau parce qu'on a prêté plus aussi. Vous l'avez senti, ça, Charles ? Oui, on voit bien, si vous voulez, que et dans ce rééquilibrage du marché, il n'y a pas que le rééquilibrage financier ou volumétrique, il y a aussi le rééquilibrage social, c'est-à-dire que les transactions qu'on réalise aujourd'hui, elles sont choisies et pas subies. Voilà, ce qui donne toute la différence et la nuance, c'est-à-dire qu'on retrouve des projets de famille, des agrandissements, des choix aussi de réimplantation ailleurs, en province ou en grande banlieue parisienne pour ceux qui habitent à Paris. Mais oui, il y a un choix c'est redevenu, si vous voulez, un acte familial et sociétal que de devenir propriétaire de sa résidence principale. Ce qui est quand même une obsession chez les Français depuis la nuit des temps, hein, et tous les sondages. À chaque fois, on fait des sondages pour essayer de nous démontrer le contraire, et chaque sondage qu'on fait démontre que les Français sont déjà très attachés à devenir propriétaires de leur résidence principale. Donc, c'est quelque chose auquel ils sont très sensibles, et ce choix-là, on le retrouve, je vous dis, dans des acquisitions choisies avec le cœur et non pas avec la capacité financière. Voilà. Didier, qu'est-ce qu'il faudrait pour fluidifier l'activité dans le neuf ? D'autant que le Pinel terminait, l'investissement locatif. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller mieux, en fait, dans la promotion immobilière ? Ça a été notre obsession
toute l'année 2025, ça l'est encore aujourd'hui, c'est vraiment réinventer un dispositif que nous on appelle le statut du bailleur privé pour faire revenir les investisseurs particuliers, donc c'est-à-dire les particuliers qui achètent pour louer un logement. Je fais une petite parenthèse technique, mais c'est vrai que dans le processus de vente d'un promoteur, souvent le premier acquéreur, c'est pas celui qui achète pour vivre, parce que lui il a besoin de voir, il a besoin d'avoir une sécurité, il a un horizon temporel qui est assez court, donc il intervient plutôt quand le chantier a débuté. Mais avant, ce sont les investisseurs particuliers parce qu'ils ont un petit peu plus de temps. Et ce sont eux qui manquent. C'est l'étincelle qui permet de produire les opérations qui manque. Donc il faut retrouver des investisseurs particuliers pour avoir cette étincelle et faire en sorte qu'on puisse de nouveau produire des logements et sortir de terre des opérations. Et reconnaître l'investisseur comme un acteur économique et social à part entière qui permet, en mettant un bien en location qu'il achète, de loger des familles, de loger des étudiants. Donc c'est comme un producteur de logement. C'est important dans le neuf, dans l'ancien aussi, vous le soutenez ? Pareil, alors on partage cette préoccupation. D'abord, ce que je voudrais dire, on en a parlé avec Didier avant le début de cette émission, il n'y a pas d'antagonisme entre l'immobilier neuf et l'ancien. Il faut que les gens comprennent bien ça. Nous, on ne se réjouit pas du tout des difficultés, exactement, des difficultés rencontrées par les promoteurs, parce que c'est autant de logements qui ne se déversent pas, d'une part, dans le parc locatif privé, donc ce qui maintient ce segment de marché sous tension absolue, mais qui ne nous permet pas, le neuf d'aujourd'hui étant l'ancien de demain, qui va forcément nous pénaliser dans 8, 10, 12 ans, où cette pénurie de construction telle qu'on la vit aujourd'hui, on la retrouvera forcément à un moment ou à un autre. Voilà. Donc nous, on souhaite que la chaîne du logement soit solidaire de ce point de vue-là, et que ces trois segments de marché fonctionnent en même temps. C'est ça les situations de crise, ou plutôt si on veut éviter cette crise, c'est que ça fonctionne en même temps. Donc nous, cette tension, si vous voulez, on la connaît, et les investisseurs, ils ont le même raisonnement, si vous voulez, chez nous. Vous l'avez dit, tant qu'on n'aura pas cette reconnaissance statutaire, voire sociale, du bailleur privé... Qui n'est pas forcément un multipropriétaire nanti. Non, il faut aussi peut-être changer le regard. Vous avez bien raison. Il faut changer déjà le rapport entre le locataire et le bailleur, et il faut changer la perception que les Français ont parfois, et en particulier certains de nos hommes politiques, sur le bailleur. Le bailleur, c'est pas un monsieur richissime, multipropriétaire, qui est propriétaire de 50 ou 100 appartements, qui est un négrier, qui maltraite ses locataires. Ça, c'est une vue de l'esprit déjà, et puis c'est une situation qui a disparu depuis de très longues années. Aujourd'hui, les propriétaires bailleurs qui investissent, ce sont souvent effectivement des cadres supérieurs, voire certains employés, d'accord, qui font des économies et qui se créent un patrimoine ou un capital supplémentaire. Préparer la retraite, etc. Ou parfois même s'aménager un cadre de vie en 2 temps. Moi, je connais beaucoup de couples qui achètent une résidence secondaire, qui la mettent en location parce que c'est leur choix de vie à la retraite et qui l'occuperont eux-mêmes au moment où ils seront à la retraite. Donc, ils achètent du neuf, ils le louaient à l'époque avec Allure et Pinel pendant 8, 9, 10 ans, et une fois qu'ils l'avaient loué, ensuite ils l'occupaient. Voilà. Donc, il y avait un espèce de cycle, si vous voulez, vertueux qu'on ne retrouve pas. Et pourtant, moi, je dis aux investisseurs, même dans l'ancien, je leur dis, certes, la rentabilité directe, il ne faut pas se voiler la face, elle a diminué, Olivier, c'est une réalité. Quand vous ajoutez le plafonnement du loyer, l'augmentation de la taxe foncière, les contraintes de décence énergétique, les travaux, les contraintes de décence locative, que moi, je ne conteste pas, si vous voulez. Tout ce qui a évolué autour, aujourd'hui, de l'investissement locatif, tout a été mis à la charge du bailleur. Pratiquement tous les bailleurs aujourd'hui viennent chez nous et prennent une garantie des loyers impayés parce que c'est une sécurité dont ils ne peuvent plus se passer. Ils achètent du neuf ou de l'ancien d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai que la rentabilité directe a baissé. Là où je dis aux investisseurs, il ne faut pas vous détourner de l'immobilier, neuf ou ancien d'ailleurs, il y a 2 autres raisons. D'abord, si vous intégrez la rentabilité, il faut intégrer la rentabilité indirecte. C'est-à-dire qu'il y a une plus-value latente que personne ne prend en considération, mais qui est réelle. Si vous regardez dans les infographies qu'on a fournies à notre conférence de presse, le prix de l'immobilier, si vous voulez, sur les 10 dernières années, a pris entre 25 et 30% du mètre carré. Donc, quand ce que vous avez acheté 100, ça vaut 125 ou 130 aujourd'hui. Certes, c'est virtuel, mais à terme, c'est une plus-value latente. Voilà. Ensuite, 2,5%, c'est à peu près la rentabilité directe que vous avez aujourd'hui. C'est au moins l'équivalent de ce que vous avez dans un livret A. C'est pas pire. Oui. Mais surtout, ça vous met à l'abri, parce que l'actif immobilier, neuf ou ancien, c'est extrêmement tangible. Et dans une période où la géopolitique est aussi volatile, aussi fragile, avec des risques très importants, moi je dis que les portefeuilles boursiers,
d'accord, avec des spéculations à moyen ou long terme, est en risque parce que la géopolitique influence bien plus les portefeuilles boursiers qu'elle n'influence la propriété immobilière. Moi, je vous le dis très honnêtement, l'investisseur chez nous, le sort de Nicolas Maduro, je vous le dis franchement, il s'en fout un peu. Hein. Voilà, soyons clairs. Hein. Voilà. C'est ça la réalité. Hein. Charles, justement, investir dans le neuf, Didier, on peut. En attendant le statut du bailleur privé, on peut. On peut, il reste quelques outils, notamment ce qu'on appelle alors c'est très technique, hein, c'est le LLI en SCI, donc c'est le logement locatif intermédiaire, il y a possibilité, il suffit de créer une SCI et vous bénéficiez des avantages du logement locatif intermédiaire, c'est-à-dire une TVA à 10% au lieu de 20%, donc ça c'est déjà assez intéressant. Il y a la nue propriété aussi. Il y a après, oui, et puis ensuite on peut aussi être exonéré de taxes foncières, ce qui est important parce que ça prend des proportions assez phénoménales. Après, vous avez aussi l'usufruit ou l'usufruit locatif, c'est-à-dire vous achetez un bien, vous le remettez à un bailleur social qui le loue pendant un certain nombre d'années, puis vous récupérez la valeur du bien en totalité alors que vous n'en avez payé qu'une partie. Enfin, il y a quelques petits dispositifs de ce type-là qui permettent aussi de devenir soit immédiatement propriétaire, soit propriétaire dans quelques années. C'est à la fois un pari sur l'avenir, mais c'est aussi, il faut avoir confiance aussi pour se lancer dans une acquisition dans le neuf. Mais voilà, il faut voir loin et vous inciter à investir il y a beaucoup de programmes immobiliers, Île-de-France, partout en France. En fait, l'investissement, oui, il y a encore des programmes, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y en a moins, mais il y en a quand même beaucoup. Et puis, je le redis, c'est vraiment des programmes de qualité. On est vraiment, ce matin, on recevait des représentants de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui vont faire ensuite des recommandations à la France. Et on leur a expliqué, ce qu'ils reconnaissent aisément, c'est qu'en termes de performance énergétique des bâtiments, de réglementation environnementale, on a pratiquement 10 ans d'avance avec les mesures imposées par l'Union européenne. On est les meilleurs. On est exemplaires, on est les meilleurs. La France est le meilleur pays. Bon, et donc nos productions sont vraiment de très très grande qualité. Donc se projeter dans l'avenir, c'est aussi être sûr de la qualité du bien que l'on acquiert. Et donc avec le neuf, ça devient ensuite de l'ancien qui reste de très grande qualité. Un mot justement sur le DPE, le nouveau calcul là depuis le 1er janvier 2026, le fait que on va maintenant moins pénaliser, au contraire même favoriser ceux qui sont les logements chauffés par l'électricité, donc ça peut potentiellement aussi remettre sur le marché des logements qui étaient classés G, qu'on ne pouvait pas louer. Est-ce qu'il va y avoir un impact selon vous, Charles ? Oui, alors clairement, mais là aussi... si on avait écouté les professionnels à l'époque, on aurait fait autrement sur le DPE, c'est pas faute de l'avoir dit. Donc là, du coup, on fait machine arrière, on revoit les techniques de notation, etc. Mais c'est très bien parce que on revient à quelque chose qui est du bon sens. C'est-à-dire, on peut pas demander à un moment donné de la décence énergétique et de pousser les gens vers l'électrique et de les pénaliser quand ils ont du chauffage électrique. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça va remettre un certain nombre de logements sur le marché. Pour la cession, malheureusement, l'ironie, si vous voulez, c'est que typiquement, vous voyez un bien FEG, si vous le vendez aujourd'hui et si c'est votre résidence principale, vous n'êtes pas obligé de le mettre en conformité. C'est toute l'ironie du sort. Voilà. Alors que si vous le mettez sur le parc locatif, vous ne pouvez pas le faire. Il faut le mettre en conformité énergétique. Voilà. Mais c'est dommage parce que je voudrais... Il y a aussi une forme d'ironie dans ce que dit Didier. On est très en avance, on vend rien, mais on le vend... Mais c'est fou, quoi, veut dire. Alors que moi, je souscris, les programmes neufs sont de plus en plus jolis, plus en plus designés, c'est plus intelligent, c'est plus encadré dans la vie. Étiquette A ou B. Étiquette A ou B. Ouais. C'est la sécurité énergétique, c'est la garantie décennale. Enfin, il y a plein de garanties. Franchement, les Français se rendent pas compte. En matière d'immobilier, que ce soit d'ailleurs dans le neuf ou dans l'ancien, il y a un encadrement, il y a une sécurisation des transactions à tous les niveaux. Je suis pas certain qu'on retrouve ça dans beaucoup de pays d'Europe. Je suis pas un très grand spécialiste de ces sujets-là en Europe, mais ce que je sais, typiquement le Haut Conseil à la stabilité financière, tout le monde a crié haro sur le baudet quand il y a eu ces problèmes de taux d'usure, etc. Mais c'est quand même une garantie. Il y a beaucoup de pays d'Europe où vous êtes encore à des taux variables, ne fût-ce qu'en Angleterre, etc. Donc, vous voyez, il y a un environnement, il y a une sécurisation juridique, financière et technologique de l'immobilier en France, et je pense qu'il faut que les Français aient confiance en ça. C'est très sécurisé. Alors justement, en conclusion, peut-être à tous les deux, si on se projette là, bien sûr, sur 2026, en quoi il faut être particulièrement attentif et puis inciter aussi à acheter dans l'ancien ou dans le neuf. Dans le neuf, Didier. L'emplacement, c'est toujours un sujet, il faut être attentif à l'emplacement, mais j'ai envie de dire, je ne veux pas dire
acheter les yeux fermés, mais c'est presque le message qu'on pourrait faire passer. Ne pas investir aussi à distance, faire attention, bien aussi sûr, se rendre sur place, se renseigner sur... Oui. Mais il y a eu vraiment un travail, on en parlait tout à l'heure aussi, d'assainissement, même parfois à la demande de la profession, ou notamment pour le dispositif Pinel, qui n'existe plus, mais qui des opérations sortent actuellement, où il y avait des localisations, on ne pouvait plus construire là où il n'y avait pas de besoin, on construisait dans les zones denses. La Cour des comptes a fait un rapport sur ce dispositif-là, a montré que toute la qualité, que les opérations étaient de très grande qualité, ont permis parfois des requalifications de territoriales, parce que, comme je vous le disais, il y a cet effet d'entraînement de l'investisseur particulier sur le reste des opérations, sur vraiment la grande... que ce soit à la fois les propriétaires ou les investisseurs ou les locataires qui étaient très, très heureux. Juste une toute petite anecdote, une opération qui vient d'être livrée, qui a été visitée, la première opération visitée par le ministre du Logement. On voyait, c'était absolument extraordinaire, c'était dans une petite ville des Yvelines, et c'était les habitants qui habitaient juste à côté de cette nouvelle opération qui avaient acheté un logement pour pouvoir y loger la grand-mère qui venait de perdre son mari. Elle est à proximité, elle continue à vivre chez elle, et grâce à ce dispositif d'investissement locatif, et ils ont pu acheter le logement et permettre d'avoir une vie familiale de proximité. Donc voilà un peu tous les atouts du logement, du neuf, mais pas que, quoi. Charles, acheter dans l'ancien, aujourd'hui projet immobilier. Il faut distinguer deux choses. Nous, ce qui nous concerne essentiellement, c'est pour 82%, c'est la résidence principale. Ouais. Donc c'est de l'accès à la propriété. Et là, vous l'avez dit, Olivier, il faut rester, c'est un choix. Il faut faire un investissement choisi. Ça veut dire dans un environnement où vous avez envie de vivre, avec des surfaces et des conditions de vie qui vous conviennent en matière... techniques, de surface, d'aménagement, etc. Et puis aussi avec des conditions financières raisonnables. Moi, je dis quand on fait l'acquisition d'une résidence principale, ça doit être un vrai moment de plaisir et c'est quelque chose qu'on capitalise sur l'avenir. Il ne faut pas se mettre en difficulté financière parce que ce n'est pas la vocation de ce type d'acquisition. Donc, il faut faire quelque chose qui soit raisonné et raisonnable et quelque chose qui est choisi. Voilà, choisissez là où vous avez envie de vivre. Souvent, les gens me posent la question, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Mais en fait, ce n'est pas nous qui décidons à quel moment il faut acheter. C'est à vous de savoir quel est le bon moment pour vous d'acheter. Ça, c'est pour la résidence principale. Pour l'investissement, rien de plus que ce que vous avez dit. Je crois qu'il faut, là aussi, on va voir l'environnement, on regarde où c'est implanté, on regarde s'il y a de la tension immobilière, parce que là, il faut trouver un revenu locatif, on regarde s'il y a des programmes qui ont été faits à côté, si le promoteur a fait des beaux programmes, comment il les a fait, voilà. Donc il faut faut s'investir malgré tout, hein. C'est une vue de l'esprit de considérer qu'on va acheter comme ça d'un coup de baguette magique. Et puis ça doit être un plaisir de faire un achat immobilier après tout. Eh bien, on va rester sur ce mot de plaisir pour vous remercier tous les deux. Merci pour vos éclairages. Bonne année au neuf. Merci. Bonne année à l'existant, on va dire. Merci, Olivier. Merci à tous les deux, Didier Bélier et Gagnière, Charles Marinakis. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.